Vous allez entendre ce soir une voix un petit peu différente, celle de mon invité Charles Prats, qui est magistrat spécialiste de la fraude fiscale qu'on a déjà reçu. Bonsoir Charles Prats. Bonsoir Mathieu. Merci d'être en direct avec nous. On va faire très simple. Lundi soir, Emmanuel Macron a pris la parole et a fait quelques annonces importantes en réponse à la mobilisation des Gilets jaunes, une annulation partielle de la hausse de la CSG, la revalorisation de la prime d'activité, cette prime exceptionnelle aussi défiscalisée. On en reparlera un petit peu ce soir, sauf que tout ça, ça a un coût. Ça a un coût important. Alors Emmanuel Macron est aussi parti à Bruxelles, essayer de peut-être expliquer à nos 26 camarades européens ce que sont les gilets jaunes et pourquoi il faudrait dépasser les objectifs de déficit. Charles Prats, on cherche de l'argent. On a besoin de 10, 12, 14 milliards d'euros. Et vous étiez spécialisé dans la fraude fiscale auparavant. Alors, la fraude aux finances publiques, c'est-à-dire la fraude fiscale, la fraude sociale, la fraude douanière. Et effectivement... quand j'entends que l'État est à la recherche de quelques milliards d'euros pour baisser les impôts des Français, finalement, puisque c'est ça, on rend aux Gilets jaunes, en tout cas aux Français, on leur rend des augmentations de taxes, donc on leur rend de l'argent, des prélèvements pour leur pouvoir d'achat. Et en réalité, les sous, on sait où aller les trouver, et très rapidement. Alors, effectivement, on peut parler de la fraude fiscale, ce qui prend du temps de faire des contrôles fiscaux, mais vous avez un gisement qui existe en matière de fraude sociale qui n'est pas exploité depuis maintenant plus de 6 ans. Alors il faut dissocier la fraude fiscale, effectivement, l'évasion fiscale de la fraude sociale. La fraude sociale, c'est quoi ? Mais là, alors la fraude sociale, c'est tout ce qui va être soit les cotisations sociales, la fraude le travail au noir, la fraude au prélèvement, soit la fraude aux prestations sociales. Mais en fait, vous avez un domaine très particulier sur lequel le travail a priori n'est pas fait, c'est la fraude sociale documentaire. Et c'est un véritable scandale d'État, je n'ai pas peur de dire le mot. À l'époque où j'étais au ministère du Budget, nous avions découvert que nous avions a priori 1 800 000 numéros de sécurité sociale qui étaient attribués en France sur la base de faux documents. Je vous explique comment cela fonctionne. En fait, quand vous naissez en France, vous savez que vous avez un numéro INSEE, c'est le numéro de sécu, qui vous est attribué selon votre sexe, votre année de naissance, votre lieu de naissance, la ville dans laquelle vous êtes né, et votre numéro d'ordre dans le registre d'état civil. Que vous soyez français ou étranger né en France, c'est votre numéro de sécu. En revanche, quand vous naissez à l'étranger, là, l'INSEE n'a pas un registre de toutes les communes partout sur la planète. Et donc, si vous êtes français né à l'étranger, enfant d'expatriés, ou si vous êtes étranger, né à l'étranger, et puis qu'ultérieurement vous venez en France, dans le cadre d'une immigration légale pour travailler, etc., et que vous commencez à travailler, là il faut vous donner un numéro de sécurité sociale, ce qu'on appelle le NIR, le numéro d'identification au répertoire, et qui va être ensuite ce qu'on appelle le NIR certifié, on certifie votre identité, et ça c'est la clé d'entrée dans le système de protection sociale pour percevoir les prestations, quelles qu'elles soient. La sécurité sociale maladie, les retraites, les allocations familiales, le RSA éventuellement, etc., etc. Donc c'est ce NIR, ce numéro certifié qui vous est attribué. Et là, il y a beaucoup de fraude. Et quand vous êtes né à l'étranger, il vous est attribué manuellement, puisqu'il n'y a pas une automatisation, par délégation de l'INSEE à la Caisse nationale d'assurance vieillesse dans un service qui s'appelle le Sandia, qui est basé à Tours. Et là-dessus, à l'époque, notre attention avait été attirée. On nous avait dit, faites attention, il y a un problème. Depuis le décret Jospin, c'est un peu technique de simplification avec des photocopies qui pouvaient être données. Et là, nous avons fait à l'époque, en 2010-2011, une étude avec la police de l'air et des frontières, les spécialistes des faux documents et des gens de l'INSEE pour faire de la stratification, une évaluation statistique de la fraude, et on s'est rendu compte qu'on avait un taux de fraude supérieur à 10% sur un stock à l'époque, en 2011, de 18 millions de numéros de sécu. C'est-à-dire 1,8 million, quoi. Donc 1 800 000 numéros de sécurité attribués sur la base de faux documents, faux extraits d'acte de naissance, etc., etc. Ce qui représente à peu près 7 000 et quelques euros de dépenses de sécurité sociale par an et par numéro, ça fait 14 milliards par an dépensés. Ça fait pile 14 milliards. Ça fait pile 14 milliards. Alors, à l'époque, bien sûr, on a réagi. Fin 2011, on a fait modifier la loi tout de suite en urgence. On s'est rendu compte des choses. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on a fait modifier la loi en disant, maintenant, on ferme le robinet, on ne paye plus d'argent à ces gens-là et on regarde tous les dossiers. Là, on était fin 2011, début 2012. Le décret d'application n'a jamais été pris, puisqu'à l'époque vous avez eu l'alternance politique, tout ça est tombé aux oubliettes. Et il y a 1 an et demi, maintenant, un peu moins de 2 ans, une sénatrice, Nathalie Goulet, a posé une question au gouvernement, au Sénat, en disant mais qu'est-ce que vous faites avec ce dossier-là? Et là, la ministre qui lui répond au banc, au Sénat, on en a regardé 500 sur un stock de 18 millions de dossiers sur lesquels il fallait trouver pratiquement 2 millions de dossiers frauduleux. L'administration en avait regardé 500
en l'espace de 5 ans. Donc en fait, ce 1 800 000 qui pose problème, faux numéro de sécu, enfin basé sur de la base de faux documents, circule absolument librement, continue à percevoir des prestations Alors, sociales. est-ce qu'ils perçoivent ou pas? Il faut regarder au cas par cas. Vous pouvez avoir des gens qui connaissant le système peuvent s'être créés 20 ou 30 identités différentes et vont percevoir comme ça 20 ou 30 fois des prestations. Alors vous pouvez tout imaginer. Vous pouvez imaginer l'étranger en situation irrégulière qui se fait une fausse identité, mais vous pouvez aussi imaginer, et ça existe, des réseaux très organisés où les gens se créent de multiples identités pour percevoir à de multiples reprises les sous. Et alors là où il y a quelques milliards à récupérer, jusqu'à 14 milliards, Charles Prats, vous, ce que vous dites aussi, et c'est important, c'est qu'on ne fait rien pour les récupérer, voire on met la poussière sous le tapis. Bah écoutez, moi je constate, c'est vrai que j'ai quitté le service à l'époque à Bercy, je suis revenu en juridiction en 2012, me disant bah voilà, les choses vont bouger, on a fait voter la loi, nous on avait fait notre boulot. On avait donné le cadre juridique et les outils juridiques pour que le travail de lutte contre la fraude soit fait. Quelques années plus tard, je découvre à l'occasion d'une question au gouvernement que rien n'est fait. Et d'ailleurs, la même sénatrice a fait voter un amendement il y a quelques jours au Sénat en demandant au gouvernement de rendre un rapport dans les 6 mois sur ce problème-là, parce qu'effectivement, c'est un vrai sujet. Là, ce n'est même pas des prélèvements qui ne rentrent pas dans les caisses. Là, c'est de la trésorerie qui sort. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus loin. C'est de l'argent qu'on peut immédiatement économiser. Immédiatement. C'est-dire que si on traite en empêchant de sortir, en coupant le robinet. On coupe le robinet et voilà. Cet argent-là, ces milliards-là potentiellement, et ben c'est autant de cotisations sociales en moins, autant de CSG en moins, autant éventuellement de primes de Noël en plus, de baisse de l'impôt sur le revenu, que sais-je. Après, c'est de la comptabilité, on fait passer les flux. Mais et là, de la politique, on choisit où on met l'argent. Mais en tout cas, cet argent choisit où on met l'argent, mais là, on peut choisir d'où est-ce qu'on évite de le perdre. Merci beaucoup, Charles Prats. La dette odieuse de l'Afrique, comment l'endettement et la fuite des capitaux ont saigné un continent. C'est le titre d'un ouvrage récemment paru. Comment l'endettement et la fuite des capitaux ont-ils saigné un continent? C'est à cette question que les deux auteurs de La dette odieuse de l'Afrique, Léonce Dikoumana et James K. Boyce, tentent de répondre dans leur ouvrage. Un livre de 5 chapitres qui lève le voile sur certains mythes africains. Dans ce livre, on va vous montrer qu'en fait, c'est pas l'Afrique qui est endettée vis-à-vis du monde, mais plutôt que c'est le monde qui est endetté vis-à-vis de l'Afrique. Ensuite, un deuxième mythe qu'on voudrait lever, c'est le mythe que l'Afrique, c'est un continent qui est avec beaucoup de corruption. On va vous montrer en fait que il en faut 2 pour qu'il y ait corruption. Donc s'il y a des Africains qui sont corrompus, il y a des non-Africains qui doivent être corrompus. La fuite des capitaux est également, selon eux, l'un des fléaux qui frappent le continent, empêchant les États de profiter de leurs propres ressources pour développer les secteurs éducatifs, sanitaires, mais également les infrastructures. Ce qui fait que le mythe que l'Afrique ne peut pas réduire la pauvreté, c'est un mythe qui est créé par le drainage des ressources de l'Afrique. L'Afrique peut, avec ses moyens, avec ses ressources, en fait, éradiquer la pauvreté, si on arrivait à garder les ressources de l'Afrique sur le continent. Donc c'est aussi un mythe, le mythe que l'Afrique ne pourra jamais être développée. La mauvaise gestion des affaires et les erreurs d'investissement sont souvent pointées du doigt pour expliquer l'endettement chronique du continent, des arguments jugés peu convaincants et balayés d'un revers par les deux écrivains. Alors on va parler pour finir des pays du tiers-monde, parce que alors là, le système dont je viens de vous parler, il est merveilleux parce que bon, c'est très bien d'endetter une belle-sœur dans une petite ville, c'est très bien d'endetter une grosse entreprise dans une capitale, mais le top du top, c'est d'endetter tout un pays d'un coup. Et là, il y a des spécialistes de ça, il y a le Fonds monétaire international, il y a la Banque mondiale, il y a l'OMC, qui ont des individus, des équipes particulières qui vont dans les pays pauvres, en général où on peut trouver des ressources qui sont utiles aux pays riches, des ressources minières, des ressources géologiques, des ressources énergétiques, du pétrole, etc. Et on dit aux dirigeants de ces pays, est-ce que vous savez que vous êtes assis sur des montagnes de profits? Mais comment vous allez faire pour les tirer du sol, pour les extraire? Vous n'avez pas d'usine, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'ouvriers, vous n'avez pas de savoir-faire, vous n'avez rien. Et pourtant, Dieu sait que vous pourriez vous enrichir, et enrichir votre population. Ben non, on ne peut rien faire, on n'a rien, on n'a rien. Bon. Ben écoutez, nous, on est le FMI, on est la Banque mondiale, on peut vous prêter des milliards de dollars.
Et avec vos milliards de dollars qu'on va vous prêter, vous allez pouvoir exploiter vos ressources et nous rembourser haut la main sans problème. Mais il y a une petite clause dans le contrat de prêt, et de toute façon vous ne pouvez pas y couper, c'est que vous allez avoir besoin de routes, vous allez avoir besoin d'un port pour que les pétroliers puissent aborder, vous allez avoir besoin d'un pipeline pour aller des puits de pétrole au port, vous allez avoir besoin de soldats pour protéger le pipeline des terroristes, donc on amènera aussi quelques soldats, et vous allez avoir besoin de beaucoup d'argent pour financer tout ça. Et à qui vous allez acheter tout ça? Où sont vos entreprises? Mais on vous a dit, on n'a pas d'entreprise. Ah bon? Bah écoutez, c'est pas grave, nous on en a. En Occident, beaucoup, on en a plein. On a Halliburton qui fabrique des usines, on a Areva qui a besoin d'uranium, on a Bouygues qui fabrique des autoroutes, des ports, tout ce que vous voulez, on va vous faire ça aux petits oignons, pas de problème. Et c'est comme ça que ça marche. On vous prête 15 milliards, sous réserve que vous fassiez travailler nos entreprises, et de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc regardez bien ce que ça fait au point de vue monétaire. Il y a 15 milliards qui sont créés ex nihilo par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le Fonds monétaire international, c'est un organisme qui récupère quelques dépôts de la plupart des pays de la planète qui servent de garantie pour faire des crédits, des prêts aux pays sous-développés. Donc il y a 15 milliards qui partent de la Banque mondiale et qui vont sur les comptes du pays sous-développé. Et aussitôt ces 15 milliards-là qui sont dans le pays pauvre, ils retournent dans le pays riche pour aller payer des entreprises occidentales qui vont dans le pays pauvre faire du boulot, construire des trucs. Du point de vue du pays riche, quand vous allez vendre des produits et des services dans un pays pauvre à l'étranger, pour vous, c'est quoi? C'est des exportations ou des importations? Des exportations. Voilà. Je vais aller exporter une usine, Areva, moi français. J'exporte une usine. J'exporte du travail. J'exporte des chars. J'exporte des fusils. J'exporte des outils, de l'outillage. Donc, ce qui est génial, c'est que les 15 milliards qui sont partis des pays occidentaux, qui sont allés dans le pays pauvre, il y a des services qui sont exportés par les pays occidentaux envers les pays pauvres, et l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il revient dans les pays riches, les 15 milliards, ils reviennent. Bon. Et donc les 15 milliards, c'est comme si on avait eu une belle-sœur qui avait emprunté 15 milliards et qui nous les distribue, puisque les ouvriers des entreprises des pays occidentaux, les actionnaires des entreprises des pays occidentaux, ils vont avoir plus d'argent, grâce à ces 15 milliards qui reviennent. Donc ils vont les dépenser dans l'économie, ça nous fait des transactions nouvelles, de l'emploi nouveau, qui va ruisseler dans notre économie. Mais c'est pas tout à fait comme si c'était des belles-sœurs qui les avaient empruntées, parce que les belles-sœurs, il aurait fallu qu'elles rendent les intérêts, et donc qu'elles reprennent leur argent, et qu'elles en reprennent le double, et que nous, on ait des nouveaux emprunteurs qui arrivent pour payer les intérêts des nouvelles belles-sœurs. Là, non. C'est qui la belle-sœur qui paye les intérêts? C'est les pauvres. C'est les pays sous-développés. Et donc, on a été leur construire des trucs qui vont nous permettre d'exploiter leur richesse. On a eu de la monnaie en plus qu'on a créée nous-mêmes en la faisant passer par les pays pauvres, mais qui revient chez nous net d'intérêts. Et qui paye la dette, qui paye les intérêts, c'est le pays pauvre. Et ils ont deux solutions. Soit ils empruntent à nouveau le montant des intérêts pour pouvoir nous les rembourser, ce qui double leur dette. C'est pour ça que des fois vous entendez des présidents de pays sous-développés qui disent « Mais c'est pas possible, on l'a déjà payé 15 fois la dette, comment ça se fait qu'il faut qu'on paye encore ?» C'est parce qu'ils ne peuvent pas la créer. C'est parce que pour rembourser des dollars, il faut qu'ils les empruntent. Puisqu'il n'y a que nous, les Occidentaux, qui peuvent créer des dollars pour les endetter. Et donc, soit ils empruntent pour continuer à payer leurs intérêts, soit ils vendent leurs ressources pour presque rien. Ce qui nous permet à nous d'avoir le niveau de vie qu'on a. Et d'avoir les ressources des pays sous-développés, qu'on a bien choisis parce qu'ils étaient riches en ressources dont on a besoin, et d'avoir le niveau de vie qu'on a, et d'avoir de l'essence pas chère, et d'avoir des iPhones pas chers, etc. C'est grâce à ça. Donc il faut réfléchir à ça aussi. Il faut savoir que si on a le niveau de vie qu'on a, c'est parce qu'il y a une prédation sur les ressources de la Terre entière qui nous profite.